Bon, à 2 épisodes par semaine, je m'économise. On a commencé avec la Coupe Grey mardi. Je reprends là. Coupe Grey dimanche. Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi le plan? Je ne mange rien de différent par rapport à d'habitude. Ben moi, écoute, football devant la télé, il y a comme une association directe qui se fait avec un menu. Surtout que c'est à l'heure du manger. Non? Moi, je vais être sur le chemin du retour de Boston. Fait que non. Mais écoute, c'est du football canadien. Les gens devraient se faire des coups de castor. Ah, non, mais ça, j'aime ça, cette idée-là d'avoir une inspiration locale. Ben oui. Intéressant. Vas-tu l'écouter à la radio? C'est Jean qui fait notre estimé collègue Jean Saint-Onge qui fait le broadcast à la radio. Je l'écouterais juste pour Jean, plus que pour les Alouettes. Ah! Ouais, t'étais pas là mardi. Non? Ça n'a pas ravivé, non? Moi, non. Parce que c'est ça qu'on constatait. On était tous un peu éteints là-dessus. Puis là, soudainement, je sais pas, c'est le fun. Ben, écoute, c'est tout à fait dans le ton d'une communauté qu'on dit événementielle qui est allumée par les événements. Alors, vous êtes le reflet de votre communauté. Moi, je pense que oui. Pas moi. Je pense que oui. Mais en tout cas, dans ce cas-ci. Alors, toi, de toute façon, tu manges toujours 5 étoiles chez vous, Martin? Toujours. Alors, toujours nos chefs. Alors, peut-être, on aura peut-être un menu Coupe Grey spécial, 5 étoiles. Je veux dire, c'est pour ça que ça ne change rien. Ça ne change rien à ton menu. OK, bien, on va se souhaiter un bon match. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir mardi prochain. Pour tout de suite, et là, quelle semaine, hein? Est-ce que c'est si compliqué, la discipline? Et il pleut de l'argent à Québec. C'est tellement hockey, épisode 273. Avec l'un de nos 2 journalistes affectés à la couverture du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Salut, bon matin. Bon matin. Je m'appelle Alexandre Coupal. On a fait des belles choses pareil, mais il y avait trop de mauvaises choses. Fait que contre des bonnes équipes de même, si tu vas échanger une bonne chose contre une mauvaise chose, ben c'est dur à gagner. Ben, je suis honnête avec les joueurs. Contre Calgary, on perdait sur le tableau, mais ils nous battaient pas. Aujourd'hui, on gagnait sur le tableau, mais ils nous battaient. Tu sais, fait que c'est d'être honnête. Puis, à soir, on a joué avec le feu. On se fait brûler. Voilà, Martin Saint-Louis, l'entraîneur du Canadien après la défaite contre les Golden Knights. C'est notre excellent collègue Alexandre Gascon qui écrivait « Ah, cette fois-ci, la victoire a été loyale. » Parce qu'elle est allée... Des fois, elle l'est pas, des fois, Des fois, elle l'est pas. Elle est allée du côté qu'il méritait parce que, bon, si vous avez seulement suivi les pointages, là, si vous étiez, pris ailleurs et que tout ce que vous aviez, c'était une application sur votre téléphone pour suivre le match, vous vous disiez « Hey, ça va pas pire. » Mais non, ça allait pas pire pantoute. Non, ça a été une domination totale des Golden Knights. D'ailleurs, Alexandre, hier, sur la passerelle, m'a posé beaucoup de questions sur les chances de marquer. Ils sont rendus à combien, Vegas? Ils sont rendus à combien? Ils m'ont fini à combien, finalement? Il est bien fatiguant. Ça s'est terminé à 27 chances de marquer de qualité pour les Golden Knights. Moi, ça fait plusieurs années que je comptabilise ça tous les matchs. Je me souviens pas avoir vu ça. Là. C'est 27 chances. Habituellement, une équipe qui vraiment se fait dominer, on monte dans la vingtaine, le 20, 21, 22. Là, c'est vraiment... Une défense qui s'est faite écraser, là, tapisser. Et là, 27 chances de marquer de qualité. Kaden Primo a été bombardé de tous les côtés, de tous bords, tous côtés. Et William Karlsson, hier, aurait pu marquer 4 ou 5 buts facilement. Il n'y en a pas marqué un, mais il y a eu 7 ou 8 chances de marquer de qualité dans ce match-là. Alors, ça a été une domination totale. Le pointage n'indique pas du tout l'allure... de la rencontre, mais le fait est que malgré ça, avec moins de 3 minutes à jouer, c'était 4-4. Là. Le Canadien avait des chances de sortir de là avec un point miraculeux ou peut-être même avec une victoire. Et la malencontreuse pénalité de Brendan Gallagher, 4 minutes, a permis aux Golden Knights de marquer 2 fois en supériorité numérique. Et ça a comme scellé une soirée catastrophique pour les unités spéciales du Canadien. Un but accordé pendant que le Canadien était en avantage numérique et 3 buts en désavantage numérique. Fait que ça a été une soirée très, très difficile. Il faut dire les choses comme elles sont. On est loin du meilleur match de l'année. Oui, on est passé de... Oui. Mais écoute, quand ton meilleur joueur
c'est un gardien qui a donné 6 buts. C'est pas le genre de match que tu devrais gagner. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que Jesse Olonen, en tout respect pour les 2 magnifiques flashs qui ont mené à ses buts, il a peut-être été le patineur le plus efficace de son équipe malgré sa maigre utilisation. Oui. Mais c'est vraiment Kaden Primo qui s'est présenté le plus. Mais le reste, tu dis... C'est vrai que c'était 4-4 en fin de troisième, mais tout au long de la troisième période, moi, je me hochais la tête en disant s'ils vont chercher un point, ils ne l'auront pas mérité. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Justice a été rendue parce qu'ils ont été ensevelis. Ils ont été indisciplinés. Je trouvais qu'ils ont été victimes aussi de la robustesse des Golden Knights. Non seulement à Arber Xhekaj, mais à plusieurs reprises, j'ai trouvé que le Canadien a essuyé de sérieuses mises en échec. À 5 contre 5, je pense que les chances de marquer sont très éloquentes. Puis le but que le Canadien a accordé pendant l'un de ses avantages numériques, à mon sens, a été un des pivots dans cette rencontre-là. Parce que à partir de ce moment-là, tout ce que les Golden Knights essayaient de faire pour lesquels ils n'avaient pas été récompensés en première période, ben là, les choses se sont mises à aller dans son sens. Mais tu sais, en même temps, tu as des instruments, tu as des outils sous la main durant un match comme celui-là pour le Canadien pour dire ben, on a des chances de l'emporter. Quand tu mènes à 3 reprises, 3 moments différents dans la rencontre, c'est que c'est un match. Ça se peut que tu gagnes. Ouais. Mais au niveau de l'exécution, ils n'étaient pas là. Puis je pense qu'on a beaucoup parlé du fait que le Canadien a bien commencé la saison à 5 contre 5, puis il y a eu un ralentissement dans les dernières semaines. Puis je pense qu'à cet effet-là, le trio de Sean Monahan, Brendan Gallagher et Tanner Pearson en est un parfait exemple parce que c'est un trio qui a très, très bien commencé la saison, mais dans les 7 derniers matchs, donc depuis le match à Saint-Louis, il donne, à 5 contre 5, ce trio-là donne 2 fois plus de buts que n'importe quel autre trio. Ils ont été ensevelis. Dans les 7 derniers matchs, Sean Monahan a été sur la glace pour 1 but de son équipe à 5 contre 5 et 9 de l'adversaire. Ses 2 collègues, 2 buts pour, 9 buts contre aussi. Alors, ça fait mal. Alors, pour un trio qu'on disait étanche, intouchable, je serais pas surpris qu'on voit des changements à ce niveau-là puis qu'on essaie de brasser la soupe parce que la magie du début de saison n'opère plus au sein de ce trio-là. Ça fait 2 semaines que moi, j'ai hâte qu'on place Monahan dans des meilleures conditions. Ben, c'est ça, Martin, on est dû là, pour un peu... Jusqu'à quel point... comment je dirais ça? Oui, évidemment que c'est important là, qu'il y ait une stabilité, mais là, on est dû pour un petit rebrassage, que ce soit des trios, que ce soit... Là, est-ce que je comprends qu'il va falloir appeler un défenseur ou c'est peut-être ça dépend de l'état de santé ça de Harris? Ou... Exact. Il y a deux choses. C'est que dépendant, là, il faut voir est-ce que c'est une simple contusion dans le cas d'Arber Xhekaj et puis il peut jouer. Moi, j'en doute fort. Ouais. Mais si le statut de Jordan Harris lui permet de jouer, c'est lui qui va rentrer dans la formation. Mais là, c'est là où le fait d'avoir 3 gardiens pose problème parce que le Canadien a roulé à 6 défenseurs pratiquement toute la saison. Puis là, il est coincé parce que si jamais ni Harris ni Xhekaj est en mesure de jouer, mais il va falloir qu'ils mettent un de ces 2 gars-là sur la liste des blessés pour procéder à un rappel. Parce qu'on est déjà à 23 joueurs. Ça ne fonctionne pas. Si Xhekaj a une clavicule fracturée ou une séparation de l'épaule, ce ne sera pas difficile de l'installer là. Mais si Harris est prêt à jouer, on regarde ça, le Canadien s'en va pourquoi 5 matchs de suite à l'étranger. Là? Est-ce que tu peux partir avec un groupe de 5 défenseurs en santé qui comprend Gustav Lidstrom et Harris qui est fragilisé? Et est-ce que tu peux partir sur un voyage comme ça avec juste 6 défenseurs aussi? L'équipe est dans l'Ouest. Là. Il y en a un qui tombe malade le matin ou qui reçoit une rondelle dans le visage à la séance. Ouais. À un moment donné, on est dans la Ligue nationale. Là. Alors, tu as tout à fait raison, Marc-Antoine. La situation des 3 gardiens complique les choses. Et une fois de plus, moi, en voyant hier, puisqu'on parle des gardiens... Que Primo était désigné pour jouer ce match-là, j'ai encore un peu, honnêtement... Là, on commence à trouver que c'est une normalité, mais je trouve... Ça reste le 3e gardien de l'organisation. C'est un jeune gardien qui fait son apprentissage dans la Ligue nationale. Il est là parce qu'on ne veut pas le soumettre au ballottage et qu'on ne veut pas perdre un actif, mais le premier match de la saison qu'on lui a donné, c'était contre New Jersey. Quelle bonne
une puissance de la Ligue nationale. Ouais. Quel bon moment pour le faire Vas-y, entrer dans la danse. L'autre match, c'est dans une période où le Canadien était dans une série de défaites, on le fait jouer à Détroit. Il faut qu'on sorte d'une série de défaites. Quelle est la meilleure solution? On sort notre troisième gardien. Puis là, c'était les champions de la Coupe Stanley qui étaient en ville et on donne... honnêtement, je trouve qu'on lui donne pas facile. Et je m'interroge. Il y a une hiérarchie aussi chez les gardiens, comme il y en a une chez les trios. Là, puis quand tu as un gros match, habituellement, tu essaies de mettre ton meilleur gardien devant le filet. Mais est-ce que ça se... Hypothèse. Est-ce possible que, étant donné que Cayden Primo ne joue pas souvent, on lui donne des adversaires difficiles pour le tester puis avoir des réponses rapidement quant à sa capacité de devenir le gardien numéro 2 de l'équipe? Parce que cette situation-là, si on veut la résoudre, il va falloir qu'un des 3 gardiens soit échangé. Puis à mon sens, c'est Jake Allen qui a le plus de chances de partir. Moi aussi. Mais si on veut normaliser cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On accorde un nouveau contrat à Montembeault pour dire, OK, là, on a une situation qui se stabilise devant le filet avec un gars qu'on identifie comme un numéro 1. Puis on clarifie la situation de son second. Si on échange Jake Allen, il faut qu'on sache que Cayden Primo est en mesure de faire le travail. Puis il n'y aura pas l'occasion de le faire dans une multitude de rencontres, mais si pour l'économiser ou si pour augmenter les chances de 2 points du Canadien, on l'envoie dans la mêlée seulement contre les Sharks de San Jose ou des équipes de moindre calibre, tu n'auras peut-être pas des réponses claires. Puis tu ne pourras pas dire, finalement, on ne sait pas. Tant qu'il n'aura pas joué contre des bonnes équipes, on ne le saura pas. Mais là, on le fait jouer contre des bonnes équipes. Puis hier, encore une fois, il y a eu beau donner 6 buts. L'enclave a été ouverte comme si c'était la taverne à Janine. C'était thématique hier. Je pense que c'était enclave gratuite. Oui, absolument. C'est ça. Il y avait une promotion. Collectionner les toutes. Ouais. Alors, tu sais, puis il a donné 3 buts en avantage numérique. Honnêtement, il n'y a pas... À un moment donné, vers la fin, tu dis, OK, il était plus tout à fait dans son élément, mais il les a gardés dans le match, dans la première moitié de rencontre, sans l'ombre d'un doute. Alors, je pense qu'il a donné un élément de réponse. Mais sauf qu'à un moment donné, la situation des blessés, la situation en défense fait en sorte que c'est même pas le groupe de gardiens qui va exiger une réponse, c'est le reste de la formation qui va demander qu'une solution soit apportée. Parce qu'à un moment donné, ça devient plus viable à 23 patineurs comme ça. Sais-tu, parce que c'est vrai qu'on se gratte la tête sur l'utilisation de Primo depuis le début de la saison. C'est une hypothèse qui est très intéressante. Est-ce que tu as développé ça avec Harpen? Non, mais c'est bon? Non, il y a des... Non. Je trouve que dans le raisonnement de Marc-Antoine, comme dans le mien, ça sous-tend que les 2 points sont secondaires. Là, on joue avec d'autres concepts que l'importance d'aller chercher les 2 points. Non, mais ça, ça semble très important. Moi, je m'inquiétais du développement de Primo, mais comment dire, de gagner des matchs aussi, c'est un autre angle, mais c'est ça semble très important de surtout pas perdre un actif. Peu importe, là, ça semble être ça la priorité. Gagner des matchs, ne pas ruiner le développement d'un jeune, tout ça, c'est ça, ça semble secondaire. Vérifier les hypothèses. Ouais. Bon, en ce sens-là, est-ce que Primo est prêt à être deuxième? Jusqu'à maintenant, ce que je vois de lui depuis le début de la saison, oui. Je suis agréablement surpris. Mais agréablement surpris parce que il m'avait jamais convaincu dans l'ensemble de ses départs auparavant. Il y avait eu un match à Philadelphie, je crois que l'année dernière, ou il y a 2 ans, où il avait très bien joué. Mais sinon, là, c'est assurément la première fois qu'il a 2 départs vraiment de qualité dans la Ligue nationale. Je dis, on pourrait lui faire confiance. Il joue plus gros devant son filet. J'aime... Et sa mitaine, encore une fois, je l'avais mentionné la semaine dernière, mais on l'a revu encore hier à quel point sa mitaine est vive puis est alerte. Il limite son nombre de retours également. Fait que, tu sais, il me semble avoir appris des leçons. Puis, à un moment donné, c'est parce que c'est tellement... Les règlements dans la Ligue nationale sont tellement pas en faveur du développement des gardiens. On demande... À cause de l'âge, de la situation contractuelle, etc., des années de service, on les expose au ballottage bien souvent avant qu'ils soient des produits finis, puis qu'une équipe ait fait son opinion à savoir si ce joueur-là est prêt pour la Ligue nationale ou non. Alors, ça force les équipes à se commettre, mais la vérité, c'est qu'un gardien va prendre plus de temps à se développer, puis Primo
si on prenait si on avait dû prendre la décision au terme du camp d'entraînement puis dire là, on sent pas qu'il est prêt, on a 2 autres gardiens, fait qu'on le met au balotage, bien, t'as pas encore toutes les réponses qu'il te faut, mais là, il donne l'impression d'un gars qui finalement est prêt à passer à l'étape suivante. Je pense pas qu'il devienne un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale, mais ce que je vois de lui lors de ses 2 derniers départs, c'est qu'il a l'air d'un gardien de la Ligue nationale, à tout le moins. Écoute, je n'ai rien ajouté là-dessus. Non, mais il a l'air en contrôle. Et quand Marc-Antoine dit qu'il joue plus gros devant son filet, les premières fois qu'on l'a vu devant le filet du Canadien, là, il avait absolument pas l'air d'un gars de sa taille devant le filet. Et il dégage beaucoup d'assurance. Je pense qu'il est meilleur techniquement aussi. Ses déplacements sont meilleurs. Son positionnement est meilleur. Alors, et on s'entend, là, quand le Canadien va être une équipe potable, Jake Allen ne sera plus là. Alors, c'est Allen qui est le candidat. Oui, c'est la fameuse déclaration. L'arbre. Exactement. On fait pousser un arbre et certains sont là en sachant très bien qu'ils pourront en profiter de l'ombre que cet arbre-là va donner un jour. Et puis, Jake Allen était l'exemple parfait. Mais en même temps, tu dis, on ne veut pas perdre d'actifs pour rien. C'est parce que tu ne veux pas non plus... Il commence à y avoir des équipes à travers la Ligue nationale qui ont besoin de gardiens de but. Mais tu veux pas simplement leur lancer une bouée de sauvetage en disant « Tiens, nous, on en a un de trop. Il faut que tu puisses monnayer ça puis dire utiliser ta position de force. Nous, on a un gardien de trop. Vous en avez besoin. Maintenant, on va presser le citron puis on va s'assurer d'obtenir un bon retour. » Alors, voilà. Et ça semble pas être le cas. Moi, je trouvais que c'était pas juste pour un jeune joueur qui n'était pas dans des conditions optimales pour se développer. Visiblement, de jouer une fois par 2 semaines contre la meilleure équipe de la Ligue, ça marche. Ça marche avec Primo, alors tant mieux pour lui. Puis juste pour clore le chapitre des gardiens, vous pensez tous les deux que c'est Allen qui est le candidat le plus probable à un départ. Pourquoi et surtout quand? Parce que, je ne sais pas quelle valeur ça a, mais ça buzz un peu là, quand apparemment là, qu'il y aurait... je sais pas, Elliot Friedman, ou en tout cas, il me semble que ça venait là, de sources assez... crédible, qu'il y avait peut-être quelque chose avec les Oilers qui avait avorté ou qui avait été discuté. On entend de plus en plus de ça. Est-ce que c'est imminent? Là? Parce que on serait, tantôt, je disais, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Là. Ça pourrait être ça. Moi, ça me conviendrait si c'était ça. C'est un marché qui est très volatile, le marché des gardiens. Tu peux avoir un gardien de trop très compétitif et être pris avec parce que personne en a besoin ou tout le monde s'estime assez bien nanti. Puis tu peux avoir dans la même semaine 3 gardiens qui se blessent à travers la Ligue et des directeurs généraux nerveux qui se mettent sur le téléphone. Les Oilers, c'est un cas patent. Là. C'est une équipe qui a vraiment besoin de stabilité devant le filet. Ça les coule par le fond depuis le début de la saison. Mais Jake Allen, c'est en raison de son âge. C'est un bon vétéran dans cette équipe-là, mais en raison de son âge, en raison de sa valeur et aussi parce que c'est un gars qui a été sujet aux blessures au cours des dernières saisons. À un moment donné, il faut que tu réussisses à monnayer tes actifs quand ils ont une bonne valeur. Et Jake Allen a quand même un bon début de saison chez le Canadien. Là, il a été très bon. Il a eu de la difficulté dans un départ récent contre Tampa Bay, mais sinon, il a eu un bon début de saison. Alors, sa valeur est très bonne et s'ils peuvent le monnayer, ils vont le monnayer. Et c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi on voit Primo un petit peu plus souvent ces temps-ci. Là. Ouais. C'est peut-être en train de se préparer. Bien, je pense aussi qu'il y a autant le Canadien est peut-être une des équipes qui est la mieux placée pour échanger un gardien, probablement pas la seule, mais il ne faut pas non plus que les Oilers d'Edmonton soient la seule équipe qui a besoin d'un gardien parce qu'à un moment donné, tu as besoin pour peser sur les bons boutons de l'offre et de la demande. Il faut qu'il y ait une surenchère. Il faut qu'il y ait une surenchère. La demande. Exact. Ouais. Alors là, il faut que... Pardon. Il faut qu'il y ait d'autres équipes à part les Oilers d'Edmonton qui expriment ce besoin-là. Et il y a des équipes qui allouent énormément de buts et qui ne pensaient pas en allouer autant cette année. Je pense entre autres au Wild du Minnesota ou entre autres au Kraken de Seattle. Mais c'est des équipes dont le duo devant le filet est bien établi. En fait, peut-être moins pour le Kraken, mais ils ont déjà enterré dans la Ligue américaine un 3e gardien qui leur coûte cher. Donc, c'est pas des équipes qui sont en position nécessairement d'ajouter un gardien de plus. Donc, c'est effectivement, quand Martin parle de situation volatile, je pense qu'il faut attendre de voir de quelle manière il y a une brèche qui va s'ouvrir à quelque part. Donc, ça serait souhaitable que ça se fasse à court terme, mais honnêtement, on ne peut pas mettre le doigt
Savoir, ben là, c'est imminent ou bien ça va attendre à la date limite de transaction. C'est très difficile de déterminer ça parce qu'une blessure peut changer le cours des choses dans n'importe quel marché d'un jour à l'autre. Juste pour clore sur cette semaine du Canadien, un des thèmes de la semaine, c'est l'indiscipline. Certains diraient un des thèmes, c'est l'indiscipline de Brendan Gallagher en fin de match, mais je suis pas le genre de gars à pointer du doigt des individus. Il y a quelques petites affaires comme ça où est-ce qu'on... Il me semble que... Comment je peux dire ça? Il me semble que ça devrait être simple à régler. Je sais pas. Il me semble que ça devrait... Tu sais, je sais pas, quand tu fais ça, tu te fais chicaner, puis assez pour pas le refaire. Non? L'indiscipline, c'est un problème facile à régler, tu dis? Ben, pas facile à régler, mais... T'as des enfants, toi? Justement, ça marche. Ça marche au pas à la maison. Ouais. La menace du collège militaire est souvent brandie. OK, fait que c'est aussi ça. Ouais, c'est parce que quand... Regarde, on parle du fait que le Canadien a plus de difficultés à 5 contre 5. Quand tu cours après la rondelle, quand tu es derrière le jeu, tu es plus prompt à écoper de pénalités. Donc ça, c'est souvent... L'indiscipline, c'est pas simplement... On parle pas de joueurs qui perdent la tête. Dans ce cas-ci, c'est simplement dire tu es mal positionné, tu as besoin d'étendre le bâton ou de commettre de l'obstruction ou quoi que ce soit pour pouvoir empêcher le joueur de convertir sa menace. Alors, c'est ce qu'on voit match après match chez le Canadien depuis un certain temps. Dans le cas de Brendan Gallagher, dans tout ça, je pense qu'il est chanceux parce qu'il aurait pu... Selon une certaine interprétation des règlements, il aurait très bien pu avoir 6 minutes de pénalité. C'est ce qu'on discutait hier sur la passerelle. Ben oui, parce que le coup de bâton qui a valu 4 minutes à cause du visage, de la bouche ensanglantée de Rafaïev, c'est correct. On ne peut pas remettre ça en question, mais il y avait également un 2 minutes additionnel pour l'avoir accroché par la suite, qui aurait pu être ajouté. Mais encore là, c'est le positionnement. Est-ce que tu prolonges ta présence puis tu te mets en situation compromettante, puis à un moment donné, tu manques de souffle puis tu as besoin d'accrocher. Évidemment, on peut blâmer Gallagher parce que c'est lui qui son indiscipline a mené au but gagnant des Golden Knights, mais c'est un problème qui est plus large que le sien, à mon sens. Il y a d'autres joueurs qui s'en trouvent coupables également. Mais écoute, Caden Gooley, hier, il n'a pas connu son, connu son meilleur match. Je sais, tout le monde l'aime. Mais il commence, là. C'est ça, mais il a le droit, lui aussi, à des matchs où ça va moins bien aller, puis hier, ça a moins bien été. Bon. Le Canadien est l'équipe qui a écopé le plus de pénalités mineures dans la Ligue nationale depuis le début de la saison. Le cas le plus patent jusqu'à la semaine dernière, c'était Arber Xhekaj qui se dirigeait, en tout cas, la semaine dernière, il se dirigeait vers la saison avec le plus haut total de pénalités mineures depuis le début des années 2000. Chez le Canadien? Non, dans la Ligue nationale de hockey. Dans le monde? Ouais, il maintenait un rythme qui était supérieur à Sean Avery en 2005-2006. Les 2 saisons où il y a eu les joueurs qui ont eu le plus de pénalités depuis le début des années 2000, les 2, c'était en 2005-2006. Souvenez-vous, c'était l'année du retour du lockout. Les arbitres avaient énormément d'hélium dans les bras. Ils s'en donnaient beaucoup de pénalités. Il y avait beaucoup de supériorité numérique. Et depuis que Martin Saint-Louis a dit la semaine dernière qu'il n'avait absolument pas apprécié une pénalité de Xhekaj en 3e période, Xhekaj a été très, très discipliné. Mais ça reste l'équipe qui a écopé le plus de pénalités. Puis tu doubles ça avec une unité de désavantage numérique qui est très ordinaire, là, qui est pas performante. Alors ça fait très mal à cette équipe-là. Puis encore une fois, Marc-Antoine a raison. Là, habituellement, quand tu es une équipe très punie, c'est parce que tu es en arrière du jeu puis tu es obligé de te défendre, d'essayer de rattraper une erreur ou un mauvais positionnement avec ton bâton. Ce qui a été impardonnable souvent chez les Canadiens aussi, c'est de l'indiscipline. C'est quand tu commets ces infractions-là dans le territoire offensif. Il y en a eu beaucoup de territoire offensif. Ouais. Alors, c'est un problème collectif. Moi, je pense que les entraîneurs ont une part de responsabilité là-dedans, mais ce sont les joueurs qui sont sur la patinoire. Là, mais c'est une façon facile d'améliorer un aspect du jeu, d'être discipliné, de choisir tes moments. Là. Il y a des fois, tu as une chance d'empêcher un but, c'est une bonne pénalité, tu es près de ton gardien. C'est ça. Quand tu es près de ton gardien, ton entraîneur, la plupart du temps, ne va pas te blâmer pour ça. Et le moment dans le match aussi, mais chez les Canadiens, il y a beaucoup de pénalités en fin de 3e période, beaucoup de pénalités en zone offensive. À un moment donné,
On est dans la Ligue nationale, il faut corriger ça. Dans le cas de Arbor Xhekaj, c'est sûr que sa blessure change un peu le discours à son sujet parce que là, on se demande quelle va être la gravité de la blessure, la durée de son absence, quel enjeu ça a sur la formation. Mais auparavant, jusqu'à ce qu'il se blesse, je pense que le discours autour de Arbor Xhekaj, c'est quelle sorte de saison il a en ce moment. Puis moi, honnêtement, je me souviens qu'en tout début de saison, Alexandre Gascon était assis à la chaise dans laquelle je me trouve présentement. Et puis, il parlait du fait qu'il y avait, donc, selon les différentes études, les gangs de deuxième année, en fait, ça touchait environ le tiers des joueurs, parce que dans le fond, il y avait une tranche, un tiers des joueurs qui progressaient à leur deuxième saison, un tiers qui demeurait finalement statu quo, et il y a un tiers qui régressait. Moi, j'ai l'impression, en regardant jouer Xhekaj, j'ai l'impression qu'il fait partie du tiers qui régresse. C'est beaucoup plus difficile pour lui cette année. Il veut imposer sa loi, faire le shérif puis être dominant physiquement, c'est correct, mais sauf qu'il m'apparaît souvent débordé en zone défensive et je pense que ces nombreuses pénalités en témoignent. Alors, d'une part, on lui a confié un rôle en début de saison en le mettant sur la deuxième unité d'avantage numérique, un rôle qui n'était pas le sien. Puis à 5 contre 5, ben là, il faut qu'à un moment donné qu'il se trouve une identité aussi de gars qui va faire, quand tu rentres dans la zone, moi, je suis là pour te stopper, puis vous ne resterez pas longtemps dans notre territoire. Alors, il faut qu'il devienne, à mon sens, un joueur plus dominant défensivement. Il est encore très jeune, il a brûlé des étapes, il est épatant, mais à mon sens, là, cette année, en début de saison, ça me semble l'avoir rattrapé. Puis il était un des rares joueurs il est un des rares joueurs qui est encore admissible à être cédé à la Ligue américaine sans passer par le ballottage. Avec une brigade défensive qui aurait été plus en santé, à mon sens, il aurait été vulnérable à un renvoi dans la Ligue américaine. Mais bon, tout ça, c'est peut-être de l'histoire ancienne parce que ça blesse. Non, et effectivement, et lui-même étant blessé, on verra bien combien de temps ça va l'écarter du jeu. C'est très intéressant. Puis on va boucler le Canadien avec ça. On l'a évoqué. Il y a peut-être matière à rappel, parce que là, on s'est passé ça, dépendamment de la gravité de la blessure à Xhekaj. Harris, Martin, tu disais, on s'en va loin et longtemps. Ce serait comment dire, peut-être audacieux de partir avec seulement 5 défenseurs ennemis. Ouais. Est-ce que, à votre avis, il y a un candidat qui est en avance ou que vous aimeriez voir? Et d'ailleurs, je me permets de le dire, mais le Rocket a eu une bonne semaine. Le Rocket semble vivre un peu le contraire de ce que le Canadien a vécu, c'est-à-dire ils ont eu beaucoup de difficultés au début de la semaine, au début de la saison, et là, ça semble se replacer. Enfin, je m'interromps moi-même, ça faisait longtemps. Mais bref, pensez-vous que le Canadien va rappeler quelqu'un? Et si oui, qui? Tu t'interromps toi-même. Est-ce que tu te racontes des blagues que tu connaissais pas? Ça m'arrive, oui. Okay. Les gens disent, c'est ça, j'interromps tout le monde, et ça m'inclut. OK. C'est mon travail. Ben moi, je pense que on pourrait en avoir, peut-être à l'heure où les gens vont écouter le balado, ça va être, peut-être qu'on va avoir déjà un début de réponse, mais parce qu'il peut y avoir un rappel qui va être fait durant la journée en vue de l'entraînement de vendredi. Ouais. À ce moment-là, si c'est le cas, s'il y a un rappel, ça pourrait très bien être William Trudeau. Un défenseur qui a commencé la saison un petit peu plus lentement avec le Rocket, mais qui s'est raplombé, qui joue du côté gauche. Donc, si on a besoin de remplacer Xhekaj, on va regarder davantage du côté gauche. Sauf que s'il n'y a pas encore de rappel, mais qu'on procède à un rappel demain, ça pourrait peut-être être Jayden Struble. Jayden Struble est encore sous le coup d'une suspension de 3 matchs qu'il va terminer ce soir. Donc, le Rocket joue vendredi soir. Alors, il sera admissible à pouvoir revenir au jeu. Et à ce moment-là, le Canadien pourrait techniquement le rappeler demain matin, et puis, ou même simplement l'amener en voyage avec lui puis annoncer son rappel demain matin, c'est pas plus grave. Jayden Struble, qui est originaire du Massachusetts, lui faire jouer son premier match contre les Bruins à Boston, ce serait tout à fait à propos. Lui aussi connaît un très, très bon début de saison. À mon sens, ça va jouer entre ces deux-là. Mm-hmm. Oui, mais écoute, si on regarde ça dans une perspective cohérente de développement, Trudeau a plus de métiers. Il a fait ses classes de façon constante. Son jeu progresse de façon constante depuis la saison dernière. On lui a donné
un rôle de leadership aussi. On voit qu'il est considéré, je parle au tournoi des recrues, Ouais. au début de la saison, il n'y a pas eu un mauvais camp. Est-ce qu'on regarde juste ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines avec Laval ou si on regarde ça dans une perspective plus large? Probablement que ce serait le tour de Trudeau, à mon sens. Struble, j'ai hâte de voir, parce qu'au camp, je trouvais... j'aime l'implication physique de ce joueur-là. Je trouve pas qu'il y a des grandes habiletés. Et je suis curieux de voir à quel point il s'est amélioré depuis le début de la saison. Puis Mailloux, à mon sens, reste le défenseur le plus talentueux qu'il y a à Laval. Là. Puis il y a des choses à peaufiner dans son jeu, mais c'est un gars qui va toujours commettre beaucoup de revirements parce qu'il a toujours la rondelle sur son bâton. Mais forcément, tu commets plus de revirements quand tu as plus souvent la rondelle. Mais... on disait ça de qui? On disait ça de Matheson, je pense. Si tu as besoin, la brigade défensive est amincie chez le Canadien, tu as besoin de stabilité, c'est mieux d'aller chercher un gars qui a un petit peu plus de métier dans les rangs professionnels, plus d'expérience. Oui, puis les défenseurs du Canadien se sont réveillés offensivement dans les derniers matchs, puis on voit l'implication d'un peu tout le monde. Mais encore, tu sais, contre les Golden Knights, même Jonathan Kovacevic s'est avancé dans l'enclave puis s'est donné en option pour marquer son premier but de la saison. L'implication offensive des défenseurs est là présentement. Donc, étant donné que c'est un groupe à Laval de défenseurs qui est grandement axé sur l'offensive, peut-être qu'on va se dire que la priorité n'est pas d'aller ajouter encore un défenseur offensif, mais surtout d'ajouter un défenseur qui va être le plus à même de limiter le temps passé en zone défensive, qui va être capable de bien résister à la pression ou à l'échec avant de l'autre équipe. Puis à ce moment-là, c'est ce genre de facteur-là. Avoir quel défenseur a le type de profil ou a le jeu le plus simple dans sa zone? C'est peut-être le genre de critère qu'on risque de mettre de l'avant au moment de choisir un rappel. Bon, as-tu compris, Jack? Pas de Logan Mailloux. Avez-vous vu Jack crier? Il fait des signes, des grands signes. Mailloux! Un jour, son tour viendra. Voilà, c'est bien résumé. Dans la dernière mise à jour, il y avait près de 2 milliards pour des logements sociaux et abordables, 145 millions pour la lutte à l'itinérance et il y avait de l'argent pour l'adaptation au changement climatique. Là, ici, il y aura une célébration du hockey. Pour tenir cet événement, il y aura une subvention. Et c'est la même chose pour la Coupe des présidents au golf, la Formule 1. Moi, je veux qu'on ait le championnat du monde de hockey junior ici, le championnat du monde de hockey féminin, le championnat du monde de hockey senior. J'aimerais ça qu'on ait des parties de la Ligue nationale, de la saison régulière. On a une infrastructure, utilisons-la. Je pensais pas qu'on se rendrait, honnêtement. Je le disais, j'étais au bureau mercredi, puis je m'écoutais parler en réunion, puis je disais aux collègues, mais non, mais arrêtez, là, ça fera pas... c'était le lendemain, c'était mercredi, c'était le lendemain de ce qu'on vient d'entendre du ministre Éric Girard, qui était un gros fan de hockey, pour vrai, et qui, à une certaine époque, alors que je faisais les sports dans l'émission du matin, était venu me voir pour me dire, tu sais, le gars des sports dans l'émission du matin à Radio-Canada, c'est bien rare que quelqu'un lui adresse la parole, là. Encore moins un notable. Puis il m'avait dit, vous devriez parler plus souvent des joueurs québécois. Ça avait bien gros impressionné Alain Gravel, qui était l'animateur à ce moment-là. Bref, puis on avait commencé à le faire. Bref, c'est pas nouveau, cette affection-là pour notre sport national, mais je disais donc, j'étais convaincu, moi, que rendu aujourd'hui, là, le gouvernement aurait reculé, parce que si romantique que ce soit, je veux dire, c'est tellement insensé. Il n'y a aucune comparaison dans ce que le ministre vient de dire qui tient la route, que ce soit la Formule 1, le golf, un championnat mondial. D'accord, ces événements-là sont des événements, mais c'est pas vrai que le camp d'entraînement des Kings de Los Angeles, c'est un événement. Puis dans le contexte... Moi, c'est rare que je me fâche, là, parce que je suis un peu blasé. J'ai choisi de faire autre chose que de me fâcher contre le gouvernement. Mais ça, je trouve que c'est difficile de regarder ailleurs parce que c'est d'une stupidité qui dépasse. C'est inquiétant que nos dirigeants aient ces idées-là et les défendent de cette manière-là. Bien, écoute, il y a la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui a dit que le but de tout cet exercice-là, c'était de vendre la candidature de Québec auprès du commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman. C'est pas en payant des équipes
pour qu'elles viennent chez toi que tu vas convaincre que ton marché est viable. Oui, il y a Ça ça. n'a aucun sens. Ouais. On le sait que le centre Vidéotron est là, qu'il existe. C'est un super building. Il devrait accueillir une équipe de la Ligue nationale. Ça, on comprend tout ça. Mais l'enjeu du hockey à Québec ne tient pas à des matchs hors concours, que ça implique le Canadien ou une autre formation, mais surtout pas si tu dis « Ah, nous, on va vous payer pour que vous veniez. » Ça n'a ni queue ni tête. Et écoute, je salue bien bas mon collègue chroniqueur à mes côtés qui a écrit une sulfureuse chronique à Ça a cartonné, Martin. Ça a vraiment cartonné. J'étais dans Ouais. la salle le lendemain, puis tu étais numéro 1 partout sur tout l'ensemble des plateformes de Radio-Canada. Écoute, moi, je suis sensible par rapport à ces choses-là. J'ai couvert la politique déjà au début de ma carrière à Ottawa, puis je voyais des choses. Je vais vous expliquer d'où je viens. Je vais juste donner un exemple. Le ministère des Finances, quand je couvrais la politique, faisait des annonces à tous les jours. Là. On a acheté des obligations à tel taux d'intérêt. On a fait telle intervention. Puis c'est des choses que les médias rapportent jamais. Et on recevait ça. Il y avait une espèce de salle de presse où ces communiqués-là étaient placés dans notre pigeonnier. Le ministère des Finances nous envoyait ce communiqué-là par la poste. On le recevait une semaine plus tard, alors que c'était plus d'actualité. On nous l'envoyait par messager, le même communiqué. Il y a un messager qui cognait à la porte de mon bureau, donc il y avait des frais. Et je le recevais par la poste dans mon pigeonnier au Journal de Montréal. Et là, je me disais, multiplie ça par des centaines de journalistes qui couvrent la politique au Canada. Je me disais, chaque communiqué que le ministère des Finances émet doit coûter à peu près 5 ou 6 $, alors que tout le monde le reçoit gratuitement dans son pigeonnier sur la colline parlementaire. Puis je me disais, si tout le monde fonctionne comme ça, c'est incroyable l'argent qu'on gaspille. Et si tu isoles ça, la question des impôts, quand les ministres parlent de dire on a dépensé 7 millions, 5 millions, pensez-y 2 minutes. Là, il y a des travailleurs au Canada qui, durant toute leur vie, qui vont travailler pendant 40 ans et qui vont probablement payer ça au bout de toute une vie, 1 million de $, d'impôts là, à la sueur de leur front. Fait que quand tu claques 1 million pour rien, là, c'est comme si tu disais à un travailleur, tu as travaillé toute ta vie pour rien, mon homme. Tous les impôts qu'on t'a soutirés, qui n'ont pas profité à ta famille, là, les gains que tu as faits, on l'a claqué pour absolument rien. Alors, moi, quand je vois le ministre des Finances du Québec arriver et dire que c'est une bonne idée de claquer 5 à 7 millions pour présenter des matchs hors concours qui vont générer aucune retombée économique, là, aucune. Ça peut arriver que ce soit bon de subventionner un événement. Je donnais l'exemple dans ma chronique, le tournoi Pee-Wee de Québec. Ouais. Le tournoi Pee-Wee de Québec attire 200 000 spectateurs durant une période de 11 ou 12 jours à chaque année. Ça génère 23 000 nuitées d'hôtels à Québec. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'international. Ça génère 14,4 millions de retombées économiques. Et ils ont 250 000 $ de subventions pour faire ça. Et tu regardes ça, on claque 5 à 7 millions de $ pour quelque chose qui va générer aucun tourisme, aucune retombée économique. Simplement... Qui est-ce que ça va intéresser? Ça intéresse personne. Et il y a, tu sais... Vous allez voir Philippe Dano, c'est ça, là? Ça intéresse personne. Ils vont peut-être le remplir, le Colisée. Mais quand je dis ça intéresse personne, c'est sûr qu'il y a des amateurs de hockey locaux qui vont aller voir ces matchs-là. C'est ça. Il y en a qui vont personne aller. de l'extérieur qui va se déplacer. Il n'y a personne qui va réserver ses vacances familiales, dire à sa femme « Hey, le 2 octobre, les Kings jouent contre... » Sors le calendrier, amène-moi un crayon. C'est ça. Et aussi, une subvention, pour un événement, ça peut être justifié aussi des fois quand ça offre une visibilité. Tu sais, le Grand Prix, par exemple, il y a des images de Montréal extraordinaires qui sont diffusées dans plus que 50 pays dans le monde. Et ça, tu te dis, bon, ça peut avoir une valeur. Là, tu sais, il y a des gens ça a une valeur. Mais un match pré-saison des Kings contre les Panthers ou contre les Bruins, ça ne sera pas diffusé en Espagne? Ça ne donnera pas de visibilité. Mais sera pas diffusé les Blue Jays, quand ils sont venus jouer leur match pré-saison au Stade olympique, ils ont fait ça de 2014 à 2019. Oui. Ils n'ont pas été subventionnés par le gouvernement pour venir jouer au stade. Non, c'est de l'entreprise privée, c'est Evenco. La NBA vient aussi régulièrement, je pense pas. Je sais pas, là, mais je pense pas que... Enfin, on n'a pas entendu parler mais ça fonctionne exactement comme ça fonctionne quand Madonna vient à Montréal. Là, les Evenco, avec leurs partenaires, disent... Madonna dit, moi, je veux avoir 1,1 million dans mes poches à la fin de la soirée. Arrangez-vous, vendez les billets le prix que vous voulez. Moi, ça me prend 1,1 million quand je vais quitter la soirée. Puis
ils s'arrangent pour établir le prix des billets, puis faire leurs calculs, puis faire la promotion pour que ça fonctionne. Ça relève de l'entreprise privée. Mais de jeter comme ça 7 millions par la fenêtre pour 2 matchs préparatoires des Kings de Los Angeles, c'est absolument indécent. Surtout dans un contexte de négociation avec le secteur public. Je ne veux pas rentrer trop dans la game politique, mais sauf que ça va toucher des gens dans le milieu de l'éducation, de la santé. Les parents vont se retrouver avec leurs enfants à la maison à compter de la semaine prochaine. Si les professeurs demandent un certain nombre d'améliorations, que ce soit au niveau salarial, les conditions de vie en milieu scolaire, etc., bien, chaque million peut servir à améliorer cette situation-là, puis ça va... Puis je pense qu'il n'y a personne qui va penser à Adrian Kempe ou à Blake Lizotte la semaine prochaine quand ils vont dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec notre enfant cet après-midi? Ça va prendre des sujets de conversation, là, avec... As-tu hâte d'aller voir Andy Kopitar? Et je lisais, un de nos collègues écrivait un texte hier, je pense que c'est Jean-François Chabot, qui soulignait que l'ensemble des subventions remises au sport, à toutes les fédérations québécoises durant une année, c'est 5 millions. Là. Imagines-tu? Plaçons-nous dans les chaussures de ces gens-là là, qui sont pas contents. Qui doivent limer des pièces de 10 cents pour fabriquer d'autres 10 cents pour essayer de fonctionner. Puis au lieu de doubler l'enveloppe, mettons, des sports amateurs qui seraient accueillis à votre... C'est ça. On claque comme ça 5 à 7 millions pour quelque chose qui va absolument rien rapporter. Fait que c'est triste de voir ça et c'est triste de voir les gens du gouvernement arriver au micro pour essayer de défendre ça. D'essayer d'expliquer ça. Bon, Martin, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis... c'est ce que tu viens de dire à propos du million en impôts d'un travailleur, que ça représente toute sa vie. Moi, je trouve ça puissant comme image. Mais j'allais dire, souviens-toi quand on parlait du financement, avant que l'aréna soit construit, on en parlait du financement. Puis moi, comment je pourrais dire ça? J'ai toujours eu... Je te disais, s'ils dépensent, s'ils ne gaspillent pas l'argent là-dessus, ils vont le gaspiller ailleurs. J'ai comme un genre de cynisme qui m'habite et qui me protège. Parce que c'est trop. Je veux dire, quand tu parles du travailleur et son million, c'est trop pour moi. Je ne suis pas capable d'endurer ça émotivement. Donc, je me réfugie dans le cynisme. Mais cette fois-ci, c'est ça. Ça dépasse ces idées-là. Je trouve que c'est de la pure... c'est de la pure idiotie. T'sais. Et je ne peux pas croire que ça va avoir lieu. Je peux pas croire... Je disais, je suis surpris qu'ils n'aient pas fait marche arrière. Ils vont faire marche arrière. Je veux dire, c'est pas vrai que ça va arriver. C'est pas vrai que ça va arriver, non? C'est tellement stupide. Ben, je sais pas. Ça dépend à quel point leur entente étant... Si elle est déjà signée, s'il y a une entente qui conclut, les Kings peuvent dire, ben pourquoi pouvez-vous faire marche arrière? On a un deal déjà. Je sais pas. Moi, je suis pas sûr que... Ouais. Je sais pas à quel point c'est en béton, mais c'est déjà très embarrassant pour le gouvernement. Mais écoute, il faut que... Je comprends qu'ils veulent mettre cet amphithéâtre-là à contribution, mais il y a d'autres moyens d'y arriver. Puis, la question du retour des Nordiques va toujours être d'actualité, mais encore une fois, je ne pense pas qu'une initiative comme celle-là approche la Ville de Québec d'une équipe de la Ligue nationale sur une base permanente. Moi, j'irais même plus loin que ça. Luc Robitaille est président des Kings, il est québécois. En voyant l'effet que cette nouvelle-là a sur la population, on devrait dire, écoutez, on devrait peut-être... On va s'abstenir, on va trouver une autre solution pour disputer nos matchs pré-saison. On ne veut pas être au centre d'une controverse comme celle-là. Je pense que ce serait la chose honorable à faire, honnêtement. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Ah, que c'est bon. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. On a demandé donc via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport aux milliers de gens qui suivent. Que feriez-vous avec 5 millions pour le monde du hockey? Parce que c'est à peu près, c'est quoi, c'est le minimum? 5 millions, c'est de 5 à 7? Ouais. C'est ça? Alors, quelques réponses glanées ici et là. Cynthia sur Facebook. Engager des coachs pour diminuer le favoritisme dans le hockey mineur. Mike demandait à Martin Leclerc son avis. Ses chroniques montrent qu'il ne manque pas d'idées pour améliorer le hockey au Québec. Hein? Ben oui,
planche là-dessus. Fait que là, écoute, beaucoup la biographie de Pierre Lacroix. Je le remercie de lire mes chroniques. La chronique avec les suggestions. Tu vas être occupé. Sinon, vite, toujours sur Facebook. Alexis, j'achèterais 3 hot dogs et 2 Molson au Centre Bell. Ben, écoute, je suis allé récemment. Il resterait un peu de change, mais pas tant. Puis Jean-Simon, je ferais couler une statue pour Thomas Plekanec. Ça, c'est une bonne... En or. Oui, à ce prix-là. Puis vite, sur le Twitter. Moi, je fais exprès quand sur mon ordinateur, puis que je vais aller sur Twitter, je prends la peine d'écrire Twitter dans le mode. Même si j'ai le X, puis j'ai le logo, puis je pourrais juste cliquer dessus. Ça, c'est ma façon de protester. De protester. Merci, Martin. T'es tout un militant. Voilà, je suis content qu'on insiste là-dessus. Sur Twitter, ça va aussi dans ce sens-là. Là. El Padré dit facile, 20 fois 500 000 pour rénover les arénas, 10 000 subventions de 500 $ pour offrir une saison de hockey. Tu disais tantôt, Martin, ça doublerait le budget des fédérations. Juste ça, c'est assez frappant comme image. Mais notre intervenant qui parle de 20 fois 500 000 pour rénover des arénas, je trouve que c'est une bonne idée. C'est très, très bon. C'est très pertinent. Parce que, on parle de développement des jeunes joueurs au Québec, développement de l'élite, etc. Ça part par l'accessibilité à des infrastructures. Il faut que tu aies des heures de glace dans des arénas qui tiennent debout. Et puis c'est vrai dans toutes les régions du Québec. Je ne sais pas dans quelle mesure 500 000 $ à un endroit, ça peut... C'est pas suffisant pour construire un nouvel aréna, mais c'est certainement suffisant pour pouvoir remettre celui qui est déjà debout, le remettre à la mode du jour. Là. Alors, ça serait pas perdu. Écoute, moi, je trouve ça humiliant chaque année. Il y a l'espèce de concours Craft Hockeyville, là, des municipalités postulent pour avoir, c'est combien? 200 000 ou 100 000 pour aider à rénover leur aréna. De voir que des municipalités sont obligées de quêter comme ça un fabricant de fromage, un montant d'argent, participer à un concours. Fromage, c'est vite dit. Mobiliser la population, participer à un concours, puis pour aller chercher des montants comme ça qui sont, somme toute, assez insignifiants. Là, dans un pays où on a inventé le hockey, je trouve ça triste. Je trouve qu'il y a quelque chose de triste dans ce concours-là. Et tout ça relève de la responsabilité du gouvernement avec ce fameux million d'impôts que je vais peut-être payer. Et ça remet les choses en perspective. Bon, c'est ça. C'est ça qui est ça. Moi, je pense que, en tout cas, j'espère que lundi, ça va être... ils vont avoir fait... Ou enfin que ça va être... Que ce soit les Kings ou le gouvernement, mais que quelqu'un va avoir... je peux pas ou croire. les 3 goalers. Je peux pas croire. Faut quelque chose pour... Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Dans le fond, ça ou une transaction ou n'importe quoi. Ou Sean Monahan avec Cole Caulfield. Quelque chose. Juste quelque chose. On n'a pas parlé du grand choc aussi. L'autre grand choc émanant de cette annonce-là des Kings. Qu'est-ce qui est arrivé avec Luc Robitaille? Il a comme pris... Qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais le monsieur avec les cheveux blancs, qu'est-ce qui... En tout cas. Moi aussi, j'ai été surpris. Merci, Martin, je comprends. Quand j'ai vu, ça fait si longtemps que ça, j'ai pas vu Luc en personne. J'ai regardé mon calendrier. Coudon, on est en quelle année? Martin Leclerc, tu es notre journaliste affecté. Non. Ben oui, mais tu es aussi notre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada. Merci. Ça a été un plaisir, encore une fois. Merci, oui. Merci beaucoup. Marc-Antoine Godin, tu prends la route de Boston. Exact. Oui. Sois prudent. Oui. Je suis d'un naturel prudent. D'accord. Tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un privilège et un honneur. Je suis d'accord. Un grand merci à Benoît Durand aux tables tournantes. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de ce balado. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Puis, bonne Coupe Grey. C'est peut-être le seul championnat dont on va parler dans ce balado-là. Ever. Donc, j'insiste. Peut-être que l'Écho de Montréal gagnera quelque chose. C'est vrai. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.